Somnifère, le podcast. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mardi 15 février et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire de Céleste Chabrier, une jeune institutrice qui ne manque aucune des cérémonies qui sont données dans l'église de son village. Mais si elle s'y rend si régulièrement, ce n'est pas vraiment par foi religieuse, mais parce qu'elle s'est follement éprise du curé à qui elle décide d'avouer ses sentiments. Quel accueil va être fait à cette déclaration et l'amour sera-t-il plus fort que les interdits? C'est un récit de Camille Allary intitulé La boiteuse. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Avez-vous remarqué comme notre mental aime nous jouer des tours? Comme nos inquiétudes sont souvent exagérées, comme on a parfois tendance à anticiper le pire ou ressasser le passé. Toutes ces pensées apparaissent la plupart du temps de manière automatique, mais une fois qu'on réussit à les repérer, à les identifier, on peut simplement les observer et les laisser passer. Prenez un moment pour vous installer confortablement, laissez derrière vous la journée qui vient de s'écouler et permettez à votre esprit de parvenir à un état de calme et de tranquillité. À chaque inspire, sentez la détente s'installer et à chaque expire, les tensions s'évacuer. Il est facile de se prendre la tête sur tout un tas de choses, mais il est également étrangement facile de lâcher prise, de se dire, après tout, que sera, sera. On verra bien. Détendez votre visage, déplissez le front, détendez le poing entre vos deux sourcils, votre mâchoire, votre langue. C'est vrai qu'on a tendance à toujours prendre tout trop à cœur, trop au sérieux, à imaginer le pire scénario, à se demander « et que se passera-t-il si… » alors qu'en réalité, la quasi-totalité de nos inquiétudes sont parfaitement inutiles. Observez les points d'appui de votre corps sur le matelas. Et concentrez-vous simplement sur l'air qui entre et sort de vos narines. Notez la fraîcheur de l'air à l'inspire et la chaleur de l'air à l'expire.
observez vos sensations, sans jugement, comme par curiosité. Portez maintenant votre attention sur les sensations présentes dans la région de vos épaules et relâchez-les de tout leur poids. Si des pensées vous viennent à l'esprit, laissez-les simplement aller, comme des nuages. Si vous le souhaitez, commencez par respirer par le ventre afin de le masser. Portez doucement votre attention sur votre hanche gauche et sur votre jambe gauche, de haut en bas. Relâchez votre cuisse, votre genou, votre mollet. Observez simplement les sensations que vous pouvez y ressentir. Relâchez maintenant, à leur tour, votre jambe, votre genou et votre mollet droit. Relâchez votre hanche. Remarquez toutes les sensations que vous pouvez y ressentir. Portez à présent votre attention sur vos deux pieds et imaginez que deux pinceaux viennent chatouiller la plante de vos deux pieds. Prenez à présent un moment pour ne rien faire d'autre que de constater votre état de détente, de tranquillité, et observez comme c'est agréable.
Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Camille Allary, la boiteuse. Elle avait près de 22 ans lorsqu'elle prit dans mon village la direction du pensionnat des Demoiselles. C'était une fille blonde et maigre, à l'air modeste, aux yeux bleus sans éclat, au visage insignifiant, à la démarche lourde et traînante. Sa toilette était toujours fort simple. Son père jouissait d'une excellente réputation. Aussi, le curé ne jurait-il que par mademoiselle Céleste Chabrier. On la disait charitable, vertueuse. Et ce fut un grand scandale dans le pays quand on apprit 7 ou 8 mois après que l'institutrice était follement éprise de M. Garcia, le nouveau vicaire. Tous les matins, un peu avant l'ouverture de la classe, Céleste se rendait à l'église. C'était à ce moment que l'abbé Garcin disait sa messe. L'institutrice montait les marches du porche rapidement, furtivement, comme une fillette qui va à son premier rendez-vous. Elle poussait la porte qui battait la muraille derrière elle et trempait ses doigts dans le bénitier. L'église, presque déserte, était encore pleine d'ombre. Des rayons de soleil tamisaient à travers les vitraux coloriés et venaient éclairer une toile sur laquelle s'étalaient les nudités musculeuses d'un Saint-Étienne martyrisé. 2 ou 3 dévotes priaient silencieusement. Le bedeau, son plumeau à la main, époussetait les lustres. Quelques veilleuses brûlaient discrètement au fond de la grande nef. Le regard de Céleste embrassait tout cela. Légère, elle s'avançait, effleurant à peine les dalles de marbre blanc et noir, jusqu'à la chapelle latérale où elle savait que le jeune vicaire devait officier. Là, elle tombait sur ses genoux, ouvrait son paroissien, et fiévreuse en attendant l'arrivée de l'abbé, la tête basse, faisait semblant de s'absorber dans la lecture des oraisons. De sa place, la boiteuse entendait le bruit des chaises que l'on rangeait. Le froufrou des robes soyeuses parvenait jusqu'à son oreille. Des chuchotements timides, des éternuements étouffés par les mouchoirs tirés à la hâte, s'élevaient dans le calme imposant qui régnait. Puis soudain, derrière l'autel, la porte verte de la sacristie s'ouvrait. Alors, Céleste levait ses yeux remplis de flammes. Son cœur battait à coups pressés. Elle reconnaissait le craquement de ses souliers vernis à boucles argentées dont les talons pointus heurtaient les dalles. Du fond de l'église, elle voyait approcher le vicaire. Pareil à un astre émergeant des nuées sombres, il s'avançait tenant le calice entre ses mains potelées. Rasé de frais, ses cheveux frisés rejetés en arrière, précédé d'un enfant de chœur à figure d'ange, il marchait vers elle. Pendant toute la durée du divin sacrifice, la maîtresse de pension dévorait du regard l'abbé Garcin. Elle l'étudiait en détail. Elle admirait son front, qu'elle voyait de profil, et la grâce accomplie, l'aisance souveraine de ses mouvements. Sa taille cambrée, son cou nerveux, la jetaient dans des extases infinies. Ses lèvres charnues, qui se joignaient en une courbe parfaite, éveillaient en elle le frémissement des chairs. Il lui venait de brutales envies de mordre ses cheveux noirs. Un long frissonnement secouait tout son corps, et vaincu par le rêve troublant de l'amour partagé, pantelante d'un émoi voluptueux, il lui semblait que la chaleur tiède du baiser de l'abbé passait sur sa peau. Quand elle s'éveillait de l'assoupissement qui suivait ses crises, la messe était depuis longtemps finie. Le vicaire avait disparu. Brisée, anéantie, Céleste gagnait la porte de l'église. Dans la rue,
Elle marchait précipitamment, jetant autour d'elle des regards effarés de voleuse. Elle se demandait avec anxiété si les passants ne devinaient pas le secret qu'elle gardait précieusement enfoui au fond d'elle. Cette idée l'épouvantait. C'est dans cet état de surexcitation qu'elle reparaissait à l'externat où ses élèves réunis dans la cour l'attendaient en jouant à la main chaude. Toute la journée, dans la mélopée assourdie de la classe, en revoyant l'image de l'abbé Garcia, son cœur bondissait. Et dévorée par la fièvre de l'impatience, la pauvre amoureuse attendait avec joie la messe du lendemain. Le soir, dès que le repas était achevé, elle allumait sa lampe, laissait son père et ses sœurs à table et montait bien vite s'enfermer dans sa chambre, dernier asile qui lui restait pour pleurer. Elle avait besoin de vivre seule avec ses pensées. Elle se jetait tout habillée sur son lit et le front dans ses mains, songeait. Comme cette chambrette carrée au plafond trop bas lui semblait froide et nue. Quel ennui, quel découragement elle y respirait. Elle étouffait dans ce petit appartement où depuis sa sortie de l'école normale, sa vie de jeune fille aimante et naïve s'était écoulée avec le même calme, avec la même quiétude désespérante. C'est là aussi qu'elle avait d'abord respiré. C'est là que ses illusions, profanées par le froid baiser de la réalité, s'étaient effeuillées une à une. Son existence n'avait jamais été qu'une chaîne non interrompue de souffrances, de déplaisirs, de déceptions. N'était-elle pas excusable, elle, la dédaignée, la déclassée, d'avoir élevé dans un coin ignoré de son cœur un autel à cet abbé qui, pour elle, représentait l'être idéal aux embrassements duquel elle était si souvent abandonnée en songe. C'était avec une volupté cuisante que la boiteuse s'abîmait ainsi dans sa douleur. Accoudée à sa fenêtre, elle demeurait là des heures entières, rêvant et sanglotant. Au-dessous, dans le vallon agrandi par des accidents d'ombre et de lumière, la campagne s'endormait paisiblement avec des murmures mystérieux, des bruits d'ailes parmi les feuillages. La rivière coulait silencieuse dans son lit de cailloux et ses sinuosités, apparaissant entre les troncs d'arbres, luisant ainsi que des plaques d'un métal argenté. Des souffles légers agitaient les pampres de la vigne folle qui grimpait contre le mur, à la hauteur de la fenêtre. La nuit était si calme et si douce que parfois Céleste entendait résonner dans le vaste horizon l'aboiement d'un chien de garde ou le juron d'un pâtre poursuivant à coups de pierre quelques béliers attardés. Au commencement de l'hiver qui suivit, la boiteuse, dont la passion s'irritait au contact des obstacles qui l'entravaient, prit une résolution désespérée. Elle se dit: puisqu'il ne s'aperçoit pas qu'il m'est désormais impossible de vivre sans lui, puisque ma peine le laisse insensible, je vais tout lui avouer. S'il m'aime, nous cacherons notre amour. Nous vivrons humbles, heureux, oubliés, loin du monde, n'importe où. Le jour pointait à peine. Le vallon était encore enveloppé de vapeurs diaphanes. Céleste mit un peu d'ordre dans sa chambre, fit son lit, remplaça la bougie qui s'était consumée pendant sa veille, se coiffa, puis descendit déjeuner. Arrivée sur le seuil du salon, elle jeta un furtif coup d'œil dans l'atelier et vit son père courbé déjà sur la besogne. « Tu es déjà habillé ?» lui dit sa mère. « Comment déjà ?» répondit-elle. « La demie de 7 heures va sonner, je veux assister à la dernière messe et je suis en retard. » Elle avala quelques gorgées de café, s'encapuchonna d'une pointe de laine et partit sans ajouter un mot. Un brouillard épais flottait au-dessus des maisons, voilant les tuiles rouges baignées de la rosée de la nuit. Le village s'éveillait. Les boutiques entr'ouvraient leurs portes. Derrière le vitrage d'une boulangerie, une lampe pendue à une poutre transversale, dont la fumée avait noirci le verre, veillait encore.
le pharmacien renouvelait les bocaux de sa devanture. Des cris d'enfants, des chants de coqs perçaient l'air. Céleste ne se possédait plus. Elle allait se trouver seule avec lui, le voir, l'admirer, lui parler. Cette pensée, l'espoir des joies futures, la grisait. Lui aussi la chérirait, un secret pressentiment l'en avertissait. Elle allait enfin connaître des tendresses divines. Elle se voyait déjà enlacée par ses bras, défaillante, la bouche embrasée, et absorbée par ces choses, l'institutrice courait comme une perdrix blessée sur les cailloux aigus et glissants des ruelles. Elle entra. Les chandeliers bronzés des grandes cérémonies avaient été disposés et se dressaient au centre de la nef. Les chaises étaient inoccupées. Elle gravit l'escalier du maître-autel, puis se dirigea vers la sacristie. La porte était entrebâillée, la boiteuse put voir le vicaire qui, sa messe dite, tenant une brosse d'une main, une boîte de cirage de l'autre, cirer ses souliers à boucles tout en badinant avec un des petits clercs. Elle frappa timidement pour s'annoncer. « Entrez », répondit de l'intérieur la voix forte de l'abbé Garcin. La boiteuse, souriante et confuse, parut sur le seuil. « Je ne vous dérange pas au moins, monsieur l'abbé ?» interrogea-t-elle un peu embarrassée, tandis que sur ses talons, la porte verte retombait avec un soupir étouffé. « Pas le moins du monde, mademoiselle. Veuillez donc vous remettre, » fit le vicaire, qui d'un mouvement brusque envoyait dans le coin le plus obscur de la sacristie la brosse et le cirage dont il se servait et présentait galamment sa meilleure chaise à l'institutrice. Il reprit presque aussitôt d'un ton aimable. « Qui vous amène près de moi de si bonne heure ? Un conseil qui m'est indispensable et qu'en votre qualité de médecin des âmes, vous pouvez seul me donner. Ce que j'ai à vous apprendre est la confession d'un cœur meurtri, dit la boiteuse à voix basse. Confession qui ne doit être entendue que de vous. Alors le prêtre, comprenant son intention, se tourna vers le petit clerc qui, oublié devant son armoire, avait profité de cette diversion pour boire quelques gouttes du vin blanc destiné aux burettes qu'il était chargé de remplir. « Allons, débarrasse le plancher, » lui dit-il. L'enfant prit en faute et heureux d'en être quitte pour quelques paroles un peu dures, essuya furtivement ses lèvres sur la manche de sa blouse bleue et s'élança dehors. Le clerc parti, l'abbé Garcin et Céleste restèrent seuls dans cette pièce. Monsieur Garcin croisa ses jambes et reprit sa pose rêveuse. « Je vous écoute, » fit-il à l'institutrice. Mais la pauvre fille n'osait plus parler. Elle s'était si aveuglément lancée en avant qu'en regardant derrière elle le chemin parcouru, le vertige la prenait. Ses forces l'abandonnaient tout à coup, elle hésitait devant l'aveu. Elle aurait voulu que le vicaire la comprît, vint à son aide, pressentit l'angoisse qui l'étreignait. Il y eut un assez long intervalle de silence. Le prêtre, immobile sur son tabouret, attendait toujours très grave. De rouge qu'elle était au début de l'entretien, Céleste était devenue blanche comme une morte. « Je viens à vous, » reprit-elle les yeux baissés, avec une gêne qui figeait jusqu'à ses paroles. « Au nom d'une jeune fille de mes amis. Cette personne aimait éperdument un homme qui, soit par indifférence, soit par timidité, passe à côté d'elle sans avoir l'air de se douter qu'il a mis le feu du désir dans son cœur. Et mon amie serait désireuse de savoir si, aux yeux de l'Église, elle ne pécherait pas en avouant elle-même son amour à celui dont le souvenir peuple ses rêves, à celui auquel elle s'est à jamais liée. Ceci, dit le vicaire, n'est pas précisément de ma compétence.
Vivant dans une retraite au fond de laquelle les bruits du monde n'arrivent pas, je suis fort peu apte à juger les choses qui ne touchent pas directement à notre religion. Malgré cela, puisque vous tenez à connaître mon avis sur cette question, je vous dirai que dans l'espèce, votre ami peut, sans grand danger pour sa conscience, tenter la démarche dont vous me parlez. C'était un peu mon avis, approuva la boiteuse dont la voix tremblait. Et vous avez conseillé votre ami dans ce sens? Oui, monsieur l'abbé. Malheureusement, tous les avis du monde, si sages qu'ils soient, ne parviendront pas à rendre sa position meilleure. L'amour qui remplit son cœur est un amour fatal, et l'homme qu'elle aime porte la robe des ministres du Christ. Un prêtre? Elle aime un prêtre, exclama le vicaire en tenant ses yeux rivés sur le visage de l'institutrice, qui, la poitrine oppressée, des flots de sang sur les joues, tourmentait l'ourlet de son tablier pour se donner un maintien. Monsieur Garcin commençait à s'expliquer la démarche de Céleste. Il n'était plus dupe de sa comédie. Les derniers mots qu'elle venait de prononcer avaient répandu devant ses yeux des torrents de lumière qui lui permettaient d'établir des points de corrélation entre cette visite matinale et certains actes de la vie de l'institutrice restés présents dans sa mémoire. Il se souvenait de l'assiduité avec laquelle elle assistait à sa messe, des interminables stations qu'elle faisait au confessionnal, de ses demi-mots, de ses airs mystérieux. N'était-ce pas à lui qu'elle en voulait? Et cette amie qu'elle ne nommait pas, n'était-ce pas elle en réalité? Malgré ces réflexions, le vicaire parvint à conserver son impassibilité apparente. Il ouvrit sa tabatière et continua. La question est grave, beaucoup plus grave. Nous nous trouvons en présence d'une de ces difficultés que les pères de l'Église n'ont point encore résolues, et qui, avant de l'être, soulèveront de nombreuses controverses. Je crois, et en ceci je parle selon ma conscience, que votre ami peut sans craindre de compromettre son salut poursuivre sa campagne. Quant au prêtre, sa robe de serviteur du divin ne doit pas être une barrière entre lui et la femme qui rêve de l'épouser. Enfin Céleste lui déclara longuement sa flamme. Monsieur Garcin l'écoutait sans répondre. Alors, il eut un éblouissement. Il se dressa, releva Céleste et l'attirant contre sa poitrine, entourant sa taille de ses bras nerveux, prit sur sa bouche altérée d'amour le baiser qu'elle lui offrait. Ils demeurèrent ainsi longtemps, enlacés, confondant leurs souffles, lui transfiguré, fou du bonheur que lui réservait le lendemain. Elle frémissante, les yeux humides, et renversée sous le croissement de ses longs cils, elle bégaya. « Que je suis heureuse !» Bonne nuit. Bonne nuit.